Allez, c'est parti. Désolé pour le retard. Du coup, slide suivant. Appuie sur espace. Donc, ça tombe bien. L'idée, c'était pas de faire une introduction au sujet DevOps. Je suis parti du principe qu'on était entre une communauté d'experts. Et donc, l'idée de vous partager un sujet, ou en tout cas creuser un détail du mouvement DevOps et des organisations DevOps. Donc juste un disclaimer, si vous pensez encore que DevOps c'est des outils, c'est pas ici qu'il faudra essayer de me convaincre. Et si vous voulez parler un petit peu du sujet et de tout ce qui concerne le mouvement DevOps, je vous laisse ces 4 petits mots ou hashtags. Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas savoir en parler clairement pendant 5 minutes, creusez-les. Avec ça, on fait quand même de très belles choses. Slide suivant. Donc, je m'appelle Clément Rochat, je travaille chez Scaleway. Scaleway, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un acteur petit mais très motivé du cloud computing. Nos credo aujourd'hui, c'est d'une part la souveraineté, l'importance de où vont vos données, et la deuxième, c'est la sobriété. Avec une innovation permanente, on a nos propres data centers et on essaye de consommer le moins possible avec des techniques assez en avance, par exemple sans climatisation, avec des solutions qui nous permettent de consommer moins d'électricité, moins d'eau, de manière drastique par rapport à des technos plus traditionnels. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, je voulais vous proposer, en guise d'intro, de parler d'une version simplifiée, plutôt romancée de l'informatique actuelle. Du coup, tu peux passer le slide. Donc, je vais commencer à peu près à l'arrivée du PC et du personal computer dans l'entreprise, donc du coup, quand je parle d'informatique moderne, j'oublie les grosses machines et tout ce qu'il y a pu avoir avant cette arrivée des ordinateurs personnels. Et donc on a commencé professionnellement avec quelque chose qui marchait plutôt bien, avec un développeur, en général payé directement par le métier qui voulait faire un logiciel. Ils discutaient ensemble, ils étaient au même bureau et ça marchait plutôt bien. Puis on a eu l'essor de l'informatique, on a eu de plus en plus à faire appel à cette population dont on fait partie d'ingénierie, et il a fallu, du coup slide suivant, monter des équipes, mettre les gens dans des pièces, les mettre avec d'autres experts, faire des équipes, et finalement les silos ont commencé comme ça. On a mis les ops à la cave, on a mis les développeurs et le métier pas trop loin, et l'utilisateur en général était assez loin de toute cette histoire. Mais c'était une période et ça marchait comme ça, en tout cas ça a fonctionné pendant un petit moment. Slide suivant s'il te plaît. Ensuite, on a eu une première déferlante qui a été l'agilité. L'idée globalement c'était de mettre le commerce, le métier et les développeurs ensemble pour produire quelque chose avec une boucle de feedback plus rapide. Malheureusement, à cette époque-là, le parent pauvre, c'était plutôt les opérations avec des délais et une activité moins dans la boucle de feedback. Slide suivant. Donc on a l'arrivée du mouvement DevOps. Et là, toujours pas, on parle d'outils, mais il faut vraiment voir le mouvement comme quelque chose qui a été amené par des ops qui étaient convaincus par le mouvement agile et qui voulaient changer les choses et se rentrer dans cette boucle, de comprendre ce qui se passait et faire le meilleur produit au bon moment. Slide suivant, s'il te plaît. Après arrivent les abstractions et l'accélération grâce au cloud. Donc on peut tout abstraire, on ne voit plus rien, ça paraît simple, c'est simple. Et puis porté par du coup la dynamique du cloud computing, on a eu cette vraie accélération et qui a donné toutes ces lettres de noblesse au mouvement DevOps et à la rapidité qui pouvait en émerger. Slide suivant s'il te plaît. Donc on en vient à ce fameux cloud.
Et le cloud, bah, c'est avant tout une abstraction. On en parle pour tout, pour rien. Personne ne sait vraiment le définir. Dans la salle, j'espère que oui, évidemment, mais c'est dans toutes les bouches, dans tous les foyers, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Alors pour nous, Scaleway, oui, tu peux y aller. Ben c'est un peu particulier, parce que du coup, il faut expliquer plus que juste cette notion de nuage. Alors bon, on n'est pas des faiseurs de pluie, hein, ça ne se passe pas de cette manière-là, mais derrière ces nuages, slide suivant, il y a plein de métiers, il y a plein de choses, et qui ne sont pas du tout abstraites, enfin des choses qui ne sont pas du tout abstraites. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, chez nous, chez Scaleway, on construit nos data centers, on loue nos infrastructures, et surtout, et ça a été le grand changement pour nous vers 2018, 2017 même, on est devenu, finalement, plutôt qu'une boîte d'infra qui était la raison d'être des 15 premières années, on est devenu un éditeur logiciel, avec tout ce que ça comporte comme changement de culture, de façon de faire, de population dans l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, faire du cloud computing, c'est avant tout être, finalement, des devs. Ce qui est rigolo, c'est que nos utilisateurs sont du coup plutôt des ops ou des devs qui veulent éviter de travailler dans des systèmes avec des équipes ops. Donc du coup, nos utilisateurs ne sont pas forcément ressemblants à nos créateurs. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, dans la thématique qu'on aborde aujourd'hui, qui est les projets IT à l'échelle, je voulais vous parler de ça et de comment on faisait pour, dans notre contexte, gérer. Alors, l'idée n'est pas de vous parler des méthodos, de comment on fonctionne, parce que ça a été dit et redit, mais d'attaquer le sujet particulier qui est comment on fait pour scaler et faire grandir ses équipes en gardant une culture, des valeurs communes, des principes de développement communs. Donc notre contexte, c'est le suivant. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc on est une scale-up. En 2017, on était 80, dont 11 devs. Ça suffisait pour faire tourner les activités de l'époque. Aujourd'hui, on est près de 400, à peu près la moitié de développeurs. Évidemment, des développeurs très très proches du hardware et avec des vraies connaissances d'admin 6. Mais donc on est à peu près 200, donc 11 vers 200. Être une scale-up, donc scale-up, le terme, c'est une entreprise en hyper-croissance. C'est une entreprise qui va du coup beaucoup engager en quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça implique, et pour toutes les entreprises en hyper-croissance, un apprentissage du management, puisque à 50, on n'a pas vraiment besoin de management et ça marche avec les tripes, on va dire. À 400, les tripes, ça marche plus du tout pour tenir une boîte et motiver des équipes. Un changement dans la culture de l'entreprise. D'ailleurs, les gens qui étaient là il y a 10 ans, en général, ils ne sont plus là. Ils étaient bien dans une équipe, dans une petite équipe. Aujourd'hui, le fonctionnement leur convenait pas forcément. Quand on double le nombre de personnes, on dilue d'autant plus la culture ou les habitudes, les canaux de discussion, de communication dans l'entreprise. Donc tout ça, il faut l'appréhender et ça se fait pas simplement. On a de plus en plus d'équipes et donc du coup une coordination qui pouvait être évidente. À la cantine, on pouvait discuter avec l'équipe d'à côté, on pouvait aller les voir, les communiquer avec eux très facilement. Aujourd'hui, comme j'imagine dans tous vos contextes, c'est plus aussi simple. Et on a des équipes qui deviennent des vrais bottlenecks, des goulots d'étranglement, parce que tout le monde a besoin d'eux, et en fonction des priorités et de leur taille, elles ne peuvent pas livrer tout le monde en même temps, et donc du coup, il y a énormément de travail pour gérer ces sujets-là. Slide suivant, s'il te plaît. On a un autre sujet du coup qui est un contexte dans notre contexte et que vous connaissez forcément, peut-être que vous n'avez jamais utilisé ce terme, mais c'est la notion de point de découplage. On est le point de découplage de beaucoup de nos utilisateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un point de découplage? C'est le fait, en tout cas dans notre contexte, quand on a une équipe
qu'on veut agile, donc une équipe de 5, 7, 10 personnes qui se veut autonome, pluridisciplinaire et qui peut mener à bien son produit. Évidemment, si dedans on a des besoins, par exemple d'administration de base de données, qu'on met un DBA, qu'on a besoin de front et qu'on met un designer, qu'on met un business analyst, etc., à la fin, dans mon équipe, j'ai plus de développeurs. Et forcément, pour avancer, c'est pas très pratique. Donc la notion de point de découplage, c'est celle de donner à cette équipe le maximum d'outils à la demande, que ce soit des supports humains ou techniques ou outillage, qui vont leur permettre de prendre des décisions sans les planifier, sous-entendu sans faire un ticket à une autre équipe qui va devoir, elle, planifier une action pour le faire. Si j'ai besoin d'une base de données, je la veux de suite à la demande, j'ai pas envie de planifier le moment où j'en aurai besoin, sinon je me concentre plus sur la qualité de mon produit. Et donc cette notion de point de découplage, vous l'avez quand vous décidez de faire du IaaS, donc du coup de plus avoir vos machines, ou quand vous faites du PaaS et de dire même les machines, je veux plus savoir où elles sont, je veux des services qui sont managés, qui vont me permettre de travailler et de claquer des doigts pour faire quelque chose. Je n'ai plus besoin, je le suis dans mon sprint, si vous travaillez en Scrum comme nous on le fait, et du coup je prends des services à la demande dans l'instant quand j'en ai besoin et non pas en fonction du planning et de la roadmap que j'avais prévu. On est aussi dans une situation de plein emploi dans l'IT aujourd'hui. Depuis le début de l'année, plus de 10 licornes. Un terme DevOps qui est très galvaudé aujourd'hui pour essayer de faire beaucoup d'interviews et de recruter des juniors. Tout le monde se dit DevOps, et quand on leur demande ce que c'est globalement de l'administration d'outils et rien d'autre. La notion d'utilisateur, de créer un produit de connaître son utilisateur, d'être aligné avec le reste de l'entreprise, de travailler main dans la main dans un silo fonctionnel et non pas d'expertise, tout ça, c'est des choses qui sont complètement oubliées. On voit la fiche de poste, le salaire élevé, et finalement, du coup, maintenant, tout le monde, clairement, sort de l'école et DevOps. Donc il faut faire il faut bosser pour éplucher les CV. Et on a un dernier sujet qui, pour le coup, nous, dans notre expansion, est assez compliqué, c'est que, globalement, il nous faut à peu près 6 mois pour trouver un candidat qui correspond à ce que l'équipe veut, et ensuite, il faut encore 6 mois pour que ce candidat soit opérationnel et productif dans l'équipe. Donc, du coup, globalement, quand on décide d'embaucher quelqu'un, il faut attendre 1 an pour en voir les résultats. Et ça, c'est très très long, vous pouvez l'imaginer. J'imagine que certains vivent la même chose de votre côté. On a pas mal la pression parce que casser la prod sur un cloud, ça impacte beaucoup d'utilisateurs et ça peut avoir des effets très graves. Pour ce qu'on vient de se dire, la diversité est un réel problème dans nos équipes parce que globalement, on embauche nos semblables avec les mêmes écoles, avec les mêmes cursus, avec le même degré de geekisme, avec tout ce que vous voulez derrière. Et donc du coup, finalement, cette diversité de points de vue, de façon de faire, et aussi, on va dire, dans la parité chez nous, hein, comme dans la salle, c'est un vrai sujet. Et dernier truc, du coup, on n'a pas le temps de prendre des juniors, alors que ça paraît absolument évident, en tout cas sur le papier, d'avoir des équipes qui sont composées à la fois de juniors et de seniors pour avoir du coup justement un roulement, des gens qui montent en compétences, qui se projettent dans les postes et qui ont une carrière dans les postes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vraiment un manque de temps, c'est pas un manque d'envie. C'est-à-dire que les gens sont conscients que ce serait important, mais aujourd'hui, aucun des engineering managers chez nous ne peut n'oser se lancer dans cette démarche-là et de prendre le risque finalement de faire confiance à des profils plus juniors qui n'ont pas forcément notre connaissance de l'écosystème. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc rapidement, un marché saturé, équipe sous tension, croissance soutenue et écosystème complexe. C'est un peu les paramètres un peu difficiles de notre défi d'hyper-croissance et de faire grandir nos équipes pour du coup développer de plus en plus de produits sur notre catalogue. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est de vous parler d'une activité, d'un programme qu'on a lancé très récemment, mais qui a été mûrement réfléchi, qui s'appelle le
Cloud Builder Launchpad, et qui, du coup, dans la démarche de croissance de l'entreprise, et de faire une place, du coup, justement, à des profils plus juniors dans nos équipes de barbus, l'idée, c'est, du coup, de créer ce programme. C'est un programme qui est là, donc, du coup, pour soulager les équipes de tout cet onboarding et de ces fameux 6 mois où du coup la personne n'est pas productive, mais l'équipe est moins productive aussi parce qu'elle doit s'occuper de la montée en compétence de la personne. Et on va prendre donc du coup 4 mois pour former des jeunes diplômés qu'on recrute en promotion et qui vont du coup découvrir l'ensemble de notre écosystème, nos méthodes de travail, voire même des méthodes un peu plus avancées pour pouvoir arriver dans les équipes efficaces et avec une culture et des vraies notions justement de comment on travaille dans une organisation DevOps. L'idée donc c'est de soutenir l'effort de recrutement. Aujourd'hui les chiffres et globalement ont grandi et on va encore grandir de manière assez drastique. C'est un super levier pour la diversité, parce que du coup, dans cette promotion, on a la possibilité de choisir des profils et de donner sa chance à des profils qu'on n'aurait pas forcément pris si on avait dû les mettre directement sur le champ de bataille, entre guillemets. Et c'est l'occasion de construire un cadre bienveillant qui est finalement assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Vous entendez souvent la notion de piscine, de choses où en gros, même dans les écoles, on envoie les gens dans la piscine et puis s'ils arrivent à nager, on les garde, sinon tant pis. Non, cette démarche-là, nous, on est dans un système où on recrute les gens, ils ont un CDI dès le premier jour et ils rentrent dans ce programme avec un CDI. Tu peux passer s'il te plaît. Donc, voici les axes de travaux de ce programme et ce qu'on fait pendant ce programme. Tout d'abord, on va apprendre à travailler en équipe, ce qui n'est absolument pas peut-être que vos expériences à l'école, on apprend à travailler de manière individuelle, à réussir des projets en groupe, mais avec chacun une seule responsabilité et finalement assez peu de partage. Du coup, pour avoir fait des dizaines d'entretiens pendant le confinement, la notion de collaboration, de travail en équipe et même d'intérêt des stages qu'ils ont pu faire pendant ces 2 dernières années, c'est un vrai sujet. Le niveau d'expérience professionnelle de nos jeunes diplômés pendant cette période, il est quand même assez difficile. Donc on va apprendre à travailler avec les méthodes agiles. L'équipe, donc on a des promos, on a un objectif de promo de 10 personnes. Aujourd'hui on a une promo, la première, qui fait 7 personnes, qui depuis le premier jour travaille en Scrum, avec toutes les cérémonies, avec une autonomie extrêmement forte, dans le sens où on crée une équipe apprenante et ils vont devoir découvrir, rencontrer tout le monde dans l'entreprise. Et pour le truc tout bête, hein, mais la première question générale qui se pose le premier jour, on réfléchit à tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, on se rend compte qu'on n'a rien pour le ranger, il se trouve que chez nous on utilise Jira, on ne va pas leur créer un projet Jira et leur expliquer comment ça marche. Le seul truc qu'on leur donne, c'est le helpdesk, en disant débrouillez-vous, demain, il faut que vous ayez réussi à mettre que votre projet soit à jour. Et on continue comme ça, et on itère, et on découvre chacun des outils, chacun des besoins, chacune des équipes, les unes après les autres, de cette manière-là. La maîtrise des outils, et apprendre, alors je parlerai après de la partie technique, mais déjà d'apprendre à travailler de manière collaborative. Le dev est un sport d'équipe, et ça, aujourd'hui, on l'entend très peu, mais c'est absolument ce dont on a besoin pour faire tenir des systèmes comme les nôtres. On a besoin de gens qui ne sont pas des spécialistes de leur morceau de code ou de leur module, mais qui sont capables de travailler au moins sur l'entièreté de la base code de l'équipe. Et donc, communiquer, être proactif, aussi, c'est les sujets qu'on a besoin de développer chez nos juniors. Slide suivant, merci. Ensuite, le deuxième thème, il y en a 3. Le deuxième thème, c'est construire des API dans notre écosystème. Il y a plein de choses là derrière, mais ça, c'est une vraie demande de nos engineering managers.
une personne sera efficace rapidement dans l'équipe si elle est capable, si elle a déjà toute cette compréhension de l'écosystème et qu'elle a les bonnes pratiques. Quand on lui demande de faire quelque chose, elle se pose les bonnes questions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, on fait effectivement beaucoup d'API. Comment on gère ça? Comment on les fait la conception? Comment on arrive sur un système de non-event release, que chaque déploiement soit un non-événement et que du coup on réfléchisse la démarche pour qu'il n'y ait absolument aucune casse, ni pour nos équipes à côté, ni pour nos utilisateurs. Le fait de ne pas réinventer la roue, parce que quand des équipes ont parlé de, je vous disais, 11 développeurs, 200 développeurs, vous imaginez bien qu'il y en a plein qui, plutôt que d'utiliser du coup l'outil ou la librairie du voisin, développent leur propre solution. Surtout quand les solutions de chacune des équipes qui ont dans les responsabilités ne sont pas encore forcément prêtes, et donc du coup on décide de le faire chez nous, etc. Je vais vous donner un petit exemple là-dessus. Un des exercices que l'équipe est en train de faire en ce moment, c'est du coup de faire un petit applicatif pour que chaque utilisateur interne puisse se connecter, enfin en tout cas interroger les routeurs pour avoir des informations sur leur santé. Et là-dedans, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on développe une IHM à l'intérieur de notre équipe de Launchpad? Est-ce qu'on fait juste une CLI parce que de toute façon on pense que les utilisateurs ils vont utiliser la CLI? Il se trouve que non, et les utilisateurs dont on parle c'est des gens qui ont besoin de l'IHM, et puis là on se rend compte qu'il y a une console admin qui est en cours de création qui permet toute la possibilité du coup de déporter justement toute cette partie IHM dans l'entreprise. Et ça, quand la demande venait de l'équipe network, elle-même ne connaissait pas cette console admin qui nous permettait de le faire. Et donc du coup, le fait de mettre nos juniors dans cette situation, de rencontrer toutes les équipes, de discuter avec tout le monde, de créer ces liens, finalement, ils ont cette capacité à dire finalement, on peut le faire comme ça. Et en plus, ça tombe bien parce que nous, dans 4 mois, on n'est plus dans la Launchpad, et donc du coup, on n'assumera pas la fin de la maintenance du produit qu'on est en train de développer. Et donc du coup, il se pose toutes ces questions, qui est un principe d'ailleurs DevOps extrêmement importante, c'est développer avec la fin en soi, en tête. Qu'est-ce que je fais? Ok, je sais le développer maintenant, mais c'est quoi le cycle de vie? Qui c'est qui s'en occupe après? Est-ce qu'il y a besoin de la maintenance, etc. Donc ça, c'est des choses qu'ils découvrent en général très souvent, parce qu'à l'école, ils ont peu creusé ce truc-là. Donc du coup, ils deviennent finalement un peu des architectes de l'entreprise, et c'est ce qu'on demande en fait. On n'a pas d'architecte à proprement dit, par contre on voudrait que tout le monde ait la bonne démarche, une bonne connaissance de l'urbanisme pour arriver à faire ça. Et donc du coup, même si on a par exemple une API Gateway, du coup toutes les bonnes pratiques en termes d'interfaçage, de monitoring, d'indexation, ça c'est des choses vachement importantes qui vont manger pendant le programme pour que quand ils arrivent dans leurs équipes, ils aient déjà tous ces acquis-là. Slide suivant, s'il te plaît. Combien de temps il me reste, du coup? C'est bon, on va y arriver. La partie développement, parce que du coup, forcément, l'excellence technique a un caractère extrêmement important dans cette démarche. Et donc, du coup, plus que de... Alors, on a des langages... on va dire, très développés dans la base code, et donc du coup, on va s'assurer qu'ils aient un niveau et qu'ils codent pendant ces 4 mois sur ces langages de manière assez importante pour être à l'aise avec. Mais surtout, on va travailler les stratégies de test, le TDD, énormément. Les premiers mois, là, c'est TDD à fond, et on parle que de ça, parce qu'on veut d'abord qu'ils aient compris la démarche, pour après en faire ce dont ils ont besoin. Mais donc du coup, il y a cet effort intellectuel qu'on demande de désapprendre pour réapprendre une façon de développer. Et surtout, appréhender tout ce qui concerne du coup les patterns et les méthodes pour attaquer du code legacy. Donc toutes les méthodes de refactoring pour que, arrivés dans les équipes, ils soient en confiance. Certaines de nos bases de code, la boîte a 19 ans. Il y a des bases de code de tous les âges. Ils doivent être capables d'aller dessus, et on veut qu'ils soient en confiance pour le faire. Slide suivant, s'il te plaît. J'ai parlé à plusieurs moments de l'importance de se créer un réseau dans cette boîte qui d'ailleurs est passée full remote depuis le confinement. Et donc du coup, dans notre programme et dans notre onboarding, nos juniors vont faire
un stage de plus d'une semaine comme technicien data center. Donc ils vont découvrir, ils vont tirer des câbles, ils vont découvrir tout le métier finalement que même nous, en tant que développeurs du cloud, on voit déjà comme une abstraction, puisque les data centers, hein, ils sont pas au bureau. Et ils vont faire aussi 2 semaines à accompagner les équipes support. Et donc du coup, ils vont décrocher le téléphone, ils vont essayer de traiter du coup les sujets de nos utilisateurs pour vraiment, alors déjà, comprendre que derrière leur développement, il y a des vrais utilisateurs et qu'ils ont des réels problèmes, qui ne sont pas forcément ceux dont eux avaient imaginé, et surtout qui créent du lien avec les équipes support pour que justement il y ait ces connexions et que les gens au support connaissent des gens dans les équipes, puissent discuter avec eux et créer des liens qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces par la suite. Nos produits sont de plus en plus compliqués, nos services managés le sont de plus en plus, quand on part de Kubernetes, quand vous avez quelqu'un au support niveau 1 ou niveau 2, lui donner une vraie vision et lui faire manipuler enfin vous imaginez bien, on n'a pas des ingénieurs à tous ces postes, créer ces liens-là avec les équipes pour justement qu'ils aient un soutien privilégié et une capacité à comprendre les outils qu'ils vont supporter, c'est extrêmement important pour nous. Alors, j'avais pas pensé qu'on était dans un stade quand j'ai fait le slide, mais ça tombait plutôt pas mal. La semaine type, pendant ce programme-là de notre équipe, elle est découpée de cette manière-là. Et avec cette métaphore que j'utilise souvent, 40% du temps, donc 2 jours par semaine, c'est de l'entraînement. Ils courent autour du terrain. Le but, c'est vraiment d'acquérir une condition, non pas physique, mais technique, qui leur permette d'être efficaces. Et la deuxième partie, donc les 3 jours suivants, outre le fait de participer à toutes les activités de l'entreprise, de rencontrer les gens, d'être aux événements en plénière, etc., ils vont passer du temps dans ce qu'on appelle l'agence. Et donc du coup, c'est en gros une SS2I en interne qui va prendre des sujets des équipes, donc des sujets qui sont pas forcément prioritaires par rapport à la roadmap, mais qui ont extrêmement d'intérêt et qui sont assez isolés pour que les équipes se sentent de devenir finalement les PO de ces développements et les accompagnent comme PO pour développer du coup des solutions qui apportent de la valeur à l'entreprise. Donc pendant ce programme, ils sont déjà productifs et c'est extrêmement important pour eux aussi. Ils apportent leur pierre à l'édifice et ils sont là pour produire. Je rappelle que c'est des gens qui sortent de 5 ans d'école en général. Si le programme c'est retourner à l'école, vous imaginez bien que, enfin, je pense que vous étiez dans le même cas, j'aurais pas signé pour retourner à l'école au bout de 5 ans. J'ai pris ce terme de Yann Léchel, notre CEO, qu'il a imaginé, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait qu'on crée des juniors augmentés. Et c'est vraiment la démarche qui est derrière le programme. C'est un truc qu'on n'avait pas aujourd'hui, on n'avait pas de réponse, et on en a une avec ce programme dans la notion de pluridisciplinarité des personnes et de leur capacité à changer d'équipe. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les appelle des cloud builders. On veut des gens qui ont un package assez large et généraliste qui leur permettent d'imaginer une carrière en changeant d'équipe tous les ans, tous les 2 ans, et donc en changeant de service de notre catalogue, avec cette conscience que en tant que développeurs de services et développeurs de cloud dans sa globalité, ils sont compétents et donc du coup ils peuvent changer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui du coup sont extrêmement expertes sur leur sujet et c'est des sujets qui ont besoin de cette expertise. Mais donc du coup aujourd'hui c'est très difficile de passer le pas de changer d'équipe parce que finalement l'expertise storage ou l'expertise sur un autre service, finalement elle ne marche que, entre guillemets, que dans cette équipe. En termes de diversité, du coup c'est une opportunité qui est géniale parce que en termes de confiance sur un profil que les équipes n'auraient pas pris forcément dans un recrutement direct, aujourd'hui ils connaissent le programme. Pendant 4 mois ils ont pu suivre les commits de chacune des personnes de la Launchpad et donc du coup ils vont créer ce lien et ils vont être confiants dans le fait de prendre une personne qui finalement ne cochait pas toutes les cases de leur propre envie. Pour le scaler, donc du coup, la personne qui bosse chez Scaleway qui est passée par le programme, elle a déjà un réseau
inter-équipe. Et donc, du coup, quand elle arrive dans son équipe d'atterrissage pour sa première réelle mission, elle connaît déjà 5-10 personnes de manière vraiment individuelle qui sont dans toutes les autres équipes. Et donc, du coup, c'est un vrai changement. Imaginez, hein, même quelqu'un qui est arrivé qui a 2 ans de boîte chez nous ou chez vous en plein Covid, la connexion avec les gens, le contact avec les gens des autres équipes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, du coup, là, on a un vrai levier par cette façon de faire. Et pour les pratiques, l'homogénéité des pratiques, du comportement, de la façon de se comporter, de l'utilisation des méthodes, c'est aussi un super truc parce que chaque promo déverse dans l'entreprise des gens avec des valeurs communes, une capacité à les exprimer similaires. Et donc du coup, sur l'homogénéisation des pratiques, des techniques, des architectures, etc. C'est un super, même les sensibilisations à la sécurité, à tout ce que vous voulez, ça peut être, c'est un super un levier pour nous. On y est. Au final, bon, c'était vraiment pour dire, ben voilà l'idée, hein, et cette proposition de travailler sur cet onboarding de manière forte comme on le fait, ça nous permet de soutenir l'hypercroissance de l'entreprise, d'abstraire le recrutement et l'onboarding, et donc du coup finalement de laisser les équipes productives et du coup de ne pas faire baisser leur niveau de productivité pendant ces phases qui demandent beaucoup d'énergie. Assurer un débit continu. Donc là aujourd'hui on est à peu près sur chaque trimestre à 10 personnes qui arrivent dans l'entreprise en passant par ce programme. Et donc du coup l'idée c'est que moi en tant qu'engineering manager, si j'ai besoin de quelqu'un, je peux finalement, à la demande, hein, vous vous souvenez cette notion de point de découplage dont je parlais, j'ai besoin, maintenant que je sais quel type de profil, je sais que je vais avoir ce profil à la sortie de la prochaine promo et non pas au bout d'un an comme c'était plutôt le cas en termes de temps avant. La chance du coup a des profils plus divers. Aujourd'hui on travaille à avoir la parité dans nos promos. Et c'est pas une mince affaire quand on veut pas faire de cadeaux et de discrimination positive. Ça veut dire qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour trouver du coup et convaincre du coup en particulier les jeunes femmes de venir postuler chez nous parce que du coup on va donner les moyens d'imaginer une carrière technique et de donner du coup ce package qui est pas forcément simple à aller chercher. Et donc du coup on a à peu près aujourd'hui, en 2022, on va faire passer par ce programme 40 personnes. Donc du coup ça fait un débit assez important. Et j'ai terminé, tu peux passer, il doit y avoir encore un slide, merci. Et puis un autre slide encore, juste pour dire, du coup on recrute 100 personnes actuellement. C'est pour vous donner un truc, ça va continuer, donc cette notion de scaling, elle est réelle. On a le temps pour prendre des questions, vous pouvez venir me voir après même hein, si vous avez faim, courez manger. Mais bien sûr, je reste là pour des questions que je prendrai avec plaisir.